Le bombardier furtif Northrop B-2 Spirit a été utilisé pour la première fois en 7 ans. La mission: détruire des bunkers souterrains Houthis au Yémen. Utiliser les bombardiers B-2 de cette manière pourrait être considéré comme un excès, car les Houthis n'avaient pas vraiment de moyens de se défendre. Mais la dévastation des pirates Houthis ne concerne pas seulement l'arrêt de cette force insurgée yéménite. Il s'agit d'envoyer un message aux ennemis des États-Unis, et de plusieurs manières. Comment? Creusons un peu plus profondément. Commençons par l'opération réelle et son ampleur. Le 17 octobre 2024, des avions bombardiers B-2 Spirit ont effectué des frappes de précision sur 5 bunkers souterrains de stockage d'armes renforcés dans les zones contrôlées par les Houthis, au Yémen. L'objectif était de désactiver les systèmes d'armes des Houthis dispersés dans plusieurs bunkers souterrains, qui auraient pu mettre en danger des navires ou des villes entières. Les États-Unis. Le département de la Défense a en outre déclaré que l'opération était une démonstration unique de la capacité des États-Unis à cibler des installations que ses adversaires cherchent à garder hors de portée, peu importe à quel point elles sont profondément enterrées, renforcées ou fortifiées. Les détails et le nombre de bombardiers impliqués dans l'opération n'ont pas été révélés. De plus, aucun détail n'a été révélé sur les charges utiles utilisées par les bombardiers, ou leur itinéraire pour atteindre le Yémen. Il est également incertain quels dommages réels, s'il y en a eu, ont été infligés aux Houthis. Leurs attaques contre les navires liés à Israël dans la mer Rouge, qui ont entraîné une réduction de 80% du trafic à travers la mer Rouge, ont continué sans relâche. Cela nous oblige à spéculer sur certains détails. Passons en revue les points clés de la description de l'attaque par le DoD. Les cibles étaient 5 bunkers souterrains renforcés. Le mot renforcé ici a beaucoup de poids, car il implique que les bunkers n'étaient donc pas seulement creusés dans le sol, mais renforcés sur les côtés et le dessus, potentiellement même pour servir de base d'opération. La deuxième ligne mentionne que les États-Unis ont utilisé l'attaque pour démontrer leur capacité à cibler des sites apparemment hors de portée. C'est-à-dire qu'ils seraient hors de portée pour tout le monde sauf pour les États-Unis. Le libellé du DoD suggère que l'utilisation des B-2 était cruciale pour de multiples raisons lorsque combinées. La première raison, et probablement la plus évidente, est que les B-2 peuvent grandement transporter des armes de destruction de bunkers. Le DoD n'a pas précisé si les B-2 ont effectivement utilisé un type spécifique de charge utile de destruction de bunkers. Toutefois, certains candidats potentiels auraient pu être envoyés au Yémen. Le premier est l'ogive pénétrante de cible dure-bombe à faible utilisation à 0,9 de 2000 livres. L'ogive est faite d'un boîtier en acier d'1 pouce d'épaisseur et transporte environ 550 à 600 livres d'explosifs, généralement un mélange de trinitrotoluène, aluminium appelé tritonal. Le tritonal est environ 18% plus efficace que le trinitrotoluène pur du même poids. Comme la plupart des ogives pénétrantes, le fusible est retardé mécaniquement et électroniquement, empêchant l'explosion à l'impact même. Le fusible s'active quand il détecte que l'enveloppe a touché la cible. L'enveloppe en acier renforcé pénètre aussi profondément que possible dans le sol ou le ciment, avant que le fusible retardé ne déclenche la charge. Cela optimise la force de pénétration de la tête militaire. On estime que le bleu 109 était capable de pénétrer au moins 6 pieds de béton armé. Certaines sources suggèrent que la bombe est probablement capable de percer 8 pieds de béton et beaucoup plus de terrain compacté. Ce que tout cela signifie, c'est que le bleu 109 est généralement assez puissant pour être utilisé sur des bunkers souterrains peu profonds, ou ceux qui n'ont pas de revêtement renforcé sur leur toit. Fin septembre, Israël a utilisé des bleus 109 avec des systèmes de ciblage et de guidage pour cibler Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Les attaques, qui ont tué 33 personnes et blessé 195 autres, ont prouvé que les bleus 109 pouvaient être utilisés comme des missiles air-surface plutôt que des ogives de pénétration de bunkers. Cela suggère une utilisation plus restreinte dans la guerre moderne. L'alternative serait le GBU-28 de 1814 kg. Le Guided Bomb Unit pour Guided Bomb Unit est similaire au bleu 109. Il est constitué d'une enveloppe en acier, transportant une ogive explosive. Dans le cas du 28, l'ogive était initialement constituée d'environ 630 livres de tritonal. Cependant, les conceptions ultérieures du Guided Bomb Unit 28 ont augmenté le poids total à 5000 livres et ont remplacé le tritonal par un explosif plus puissant appelé AFX 757. Bien que l'explosif ne semble pas avoir un rendement beaucoup plus élevé en termes de production d'énergie, il est plus facile et moins cher à fabriquer et à mouler dans l'ogive, ce qui pourrait affecter le nombre de ces bombes que les États-Unis pourraient déployer et utiliser. La puissance de pénétration du GBU-28 est estimée à être jusqu'à 2 fois et demi celle du premier Blue 109, grâce à l'enveloppe plus lourde et à une tige de pénétration plus longue. Certains rapports indiquent que l'arme pourrait percer environ 150 pieds de terre ou 15 pieds de béton armé.
Seulement 2 GBU de 8 ont été utilisés pendant la guerre du Golfe, mais un troisième a été déployé lors de l'opération Liberté irakienne. Malgré ces utilisations, l'arme reste rare, possiblement à cause d'une production limitée ou de défis d'efficacité contre des cibles très renforcées, rendant la troisième option la plus probable. C'est le GBU-72 de 5000 livres, une amélioration directe du modèle Guided Bomb Unit 28. Cependant, il n'y a pas de spécifications exactes pour les capacités de perçage du Guided Bomb Unit 72. Le directeur du programme d'armement a suggéré que le 72 était nettement plus destructeur que les premières itérations du Guided Bomb Unit 28. Mais qu'est-ce qui rend cette option potentiellement plus probable? L'option finale pour l'ogive perforante serait probablement excessive. Le Guided Bomb Unit 57, appelé le Massive Ordnance Penetrator ou Massive Ordnance Penetrator, a en fait été développé plus tôt que le Guided Bomb Unit 72. C'est une arme stupéfiante de 30 000 livres, avec 6 000 livres d'explosifs améliorés qui est bien plus efficace que le trinitrotoluène. L'enveloppe pénétrante, légèrement supérieure à 3 pouces d'épaisseur, peut percer jusqu'à 60 pieds de béton armé de 5000 pounds per square inch, ou 8 pieds de béton armé de 10 000 pounds per square inch. Ce dernier étant le type utilisé dans les colonnes de bâtiments de grande hauteur. Contre les bunkers non renforcés, il est suggéré que l'enveloppe peut percer plus de 200 pieds de terre. La GBU-57 de 30 000 livres est estimée avoir une puissance de pénétration suffisante pour percer presque tous les bunkers nucléaires existants. Étant donné que les Houthis n'ont probablement pas la capacité de construire des bunkers nucléaires, utiliser la GBU-57 au Yémen serait un gaspillage de ressources précieuses. La GBU-57 plus puissante et la GBU-28 plus ancienne encadrent la GBU-72, qui peut probablement percer environ 9 points, un 4 mètres de béton armé de 5000 pounds per square inch. Même cela suffirait probablement pour démolir entièrement les bunkers Houthis. Cependant, un autre aspect aurait pu influencer les types de bombes pénétrantes utilisées par les États-Unis au Yémen, le système de ciblage. Le GBU-28 est équipé d'un guidage laser, d'une navigation inertielle et d'un Global Positioning System. Cela permet aux pilotes d'anticiper la trajectoire de l'ogive et d'optimiser le largage pour maximiser l'impact, en ajustant l'angle et la vitesse de chute de l'enveloppe. Pour les deux autres options probables, les bombes dépendent de systèmes de navigation Global Positioning System et inertiels dédiés avec des kits de queue spécialisés. Ces kits intègrent des bases électroniques avancées, des ailerons et des saillies aérodynamiques pour un meilleur contrôle. Parfois, ces améliorations augmentent la portée de planeur efficace de 15 à 20 miles, permettant aux bombardiers de déployer les armes de plus loin. Cela signifie que même le plus ancien Blue 109, avec un Joint Direct Attack Munition attaché, pourrait s'avérer mortel sur des bunkers renforcés. Le poids réduit des 109 permet au B2 de transporter 16 munitions à la fois. Le système Joint Direct Attack Munition permet aux opérateurs d'utiliser plusieurs munitions sur un seul bunker en s'occupant de la cible et du timing. La première arme creuserait un trou profond dans le sol, puis exploserait. La deuxième bombe, à faible utilisation, utiliserait le trou créé par la première comme point d'entrée. Cela pourrait potentiellement plus que doubler leur pouvoir de pénétration, imitant une ogive beaucoup plus grande. De plus, la capacité à transporter plusieurs bombes Joint Direct Attack Munitions sur un seul bombardier permet à l'US Air Force de réduire le nombre d'avions déployés. Le choix d'utiliser le B2 contre les rebelles Houthis, technologiquement désavantagés par rapport aux États-Unis, n'est probablement pas lié aux Houthis eux-mêmes. Le choix entre les bombes de démolition de 2000 ou de 5000 livres n'est pas particulièrement important en termes de géopolitique mondiale. Il semble plutôt que les États-Unis aient utilisé les B2 pour envoyer un message à l'Iran. L'Iran a investi des montants considérables pour soutenir les Houthis et presque tous les groupes rebelles anti-israéliens au Moyen-Orient. De plus, l'Iran a rapidement développé ses propres systèmes d'armes. Ce qui manque à l'Iran en technologie est compensé par la quantité et la variété de son stock de missiles, avec 12 types différents de missiles confirmés à sa disposition. L'Iran semble envoyer ses stocks de missiles à moyenne et longue portée à ses mandataires à l'étranger, permettant à d'autres groupes anti-israéliens, dont les Houthis, de cibler Israël à plusieurs reprises, tout en conservant une dénégation plausible. Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé une attaque massive contre Israël avec 181 missiles balistiques plus difficiles à cibler et intercepter. Cependant, les défenses israéliennes, couplées à un avertissement précoce des États-Unis, les lancements détectés ont mené à l'échec de la plupart des missiles à avoir un impact significatif en Israël, selon ce dernier et les médias occidentaux favorables. Cependant, l'attaque de missiles était une indication claire que l'Iran est prêt à riposter contre l'agression israélienne à son encontre, comme l'attaque de son consulat à Damas et l'assassinat du leader du Hamas Ismail Haniyeh dans une maison d'hôtes à Téhéran.
en attaquant Israël directement plutôt qu'à travers ses mandataires habituels. Pourquoi cela importe-t-il? Au cours des dernières décennies, l'Iran a déplacé la majorité de son armée de l'air, ses centres de commandement, ses installations de stockage et ses systèmes de lancement de missiles sous terre. Un exemple parfait est la base aérienne tactique souterraine, Ogab 44, dont la construction a été montrée comme ayant commencé avant 2016. L'installation domine des voies de navigation majeures dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. La partie hybride du nom est censée impliquer que la base accueille à la fois des avions pilotés et des drones. La base aérienne iranienne, s'ouvrant directement sur le golfe Persique, offre à l'Iran un avantage de première frappe lors d'une attaque contre les États-Unis, en permettant un déploiement rapide des avions sur la mer, base militaire dispersée dans la partie sud du Moyen-Orient, ainsi que divers navires que les États-Unis. La marine patrouille en permanence dans toute la région. Une menace potentiellement encore plus grande réside dans l'installation d'enrichissement nucléaire, apparemment enfouie profondément dans les montagnes Zagros. Un design conçu pour éviter la détection et résister à la destruction aux États-Unis. Le renseignement américain a découvert des signes des efforts d'excavation de l'Iran en 2009, bien que la chronologie exacte de la construction de l'installation reste incertaine. Une fois opérationnelle, cette forteresse cachée permettrait à l'Iran de produire de l'uranium de qualité militaire. Le pays s'est auparavant limité à produire de l'uranium de qualité suffisante pour les centrales nucléaires. Cependant, après la dissolution de l'accord nucléaire iranien de 2015 en 2018, l'Iran a ouvertement commencé à ignorer la restriction sur la production d'uranium de qualité militaire ou similaire. Les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran, sans la nouvelle installation, sont estimées à 83% de pureté, proche des 90% requis pour l'utilisation militaire. Des images satellites récentes du complexe près de Natanz suggèrent que l'installation est construite à une profondeur de 260 à 101,7 mètres. Cela le placerait à une profondeur probablement inaccessible aux bunker busters conventionnels américains. Le GBU-57 est conçu pour environ 60 mètres de terre ou 18 mètres de béton armé, mais pas les deux. Si la base Est est bien protégée, une seule frappe d'une bombe bunker buster pourrait ne pas suffire à la endommager comme prévu. Avec la base d'enrichissement nucléaire construite spécifiquement pour augmenter les capacités de raffinage d'uranium de l'Iran, le pays pourrait enfin être capable de produire de l'uranium de qualité militaire. Alors que l'Iran a suspendu un protocole permettant des inspections à court préavis en février 2021, l'Agence internationale de l'énergie atomique continue de coopérer avec l'Iran sur une base limitée, effectuant des inspections périodiques et cherchant des explications pour l'activité nucléaire. Cependant, des analystes préviennent que l'Iran pourrait être à quelques semaines de produire assez de matière fissile pour une bombe atomique, s'il décidait de le faire. Cependant, avant que l'Iran puisse annoncer qu'il dispose d'une bombe nucléaire opérationnelle, plusieurs séries de tests seraient probablement nécessaires. Ces tests nécessiteraient de l'uranium de qualité militaire pour obtenir assez de données en vue de produire une bombe à grande échelle. Avec les capacités de surveillance et de renseignement des États-Unis, il est très peu probable que ces tests passent inaperçus. Même si l'Iran se rapproche de la fabrication d'une bombe nucléaire, les États-Unis et l'OTAN en seraient probablement informés. Il convient de noter que la fatwa de longue date émise par le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, contre la production d'armes nucléaires, sur la base que cela serait contre l'islam, reste en place. Cependant, en octobre 2024, à la suite de l'escalade de la confrontation militaire directe entre l'Iran et Israël, un groupe de parlementaires iraniens a demandé à Khamenei de retirer la fatwa. Jusqu'à présent, il a indiqué que cela n'est pas encore nécessaire. Cependant, cela pourrait changer rapidement si Israël démontre qu'il est prêt et capable de porter des coups significatifs aux installations critiques de l'Iran. Et c'est peut-être exactement pourquoi les États-Unis ont décidé de faire un tour avec les B-2 au Yémen. L'opération a prouvé que les États-Unis sont prêts et capables d'engager certains de leurs 19 bombardiers furtifs et de les transporter du Missouri jusqu'au Moyen-Orient. Les bombardiers ont une portée opérationnelle de 6000 milles nautiques, avec des réservoirs pleins, et peuvent se ravitailler en vol. Pour une mission hypothétique en Iran, les B-2 partiraient de la base de Whiteman, puis se ravitailleraient au large de la Californie, d'Hawaï, de Guam, du détroit de Malacca et de Diego Garcia, au sud des Maldives. De Diego Garcia, tout le Moyen-Orient est à la portée opérationnelle de l'avion. Tout au long du voyage, qui durerait apparemment plus de 40 heures, l'avion pourra pratiquement éviter de survoler tout autre pays, en maintenant son cap uniquement à travers l'espace aérien international, rendant la détection particulièrement difficile. Si les États-Unis décidaient d'utiliser toute leur flotte de bombardiers, ils pourraient potentiellement lancer jusqu'à 38 GBU-57 lors d'une seule attaque à grande échelle sur l'Iran.
Une attaque de cette envergure pourrait probablement détruire plusieurs bunkers renforcés. Toutefois, des doutes subsistent quant à la quantité réelle de MOPS dont disposent les États-Unis. Les rapports les plus récents sur le nombre de MOPS dans l'arsenal américain datent de 2011, et ils ne listent que 20 MOPS. Le Congrès a approuvé un 81,6 millions pour améliorer et acquérir plus de ces armes. Cependant, l'Air Force a signalé qu'elle avait un stock opérationnel de MOPS dès 2012. Cela suggère que les États-Unis estiment avoir assez d'armes à portée profonde pour mettre au défi sérieusement tout ennemi et leurs bunkers souterrains. Il reste à déterminer si les bunkers iraniens sont suffisamment profonds pour résister à une attaque de GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Les systèmes Global Positioning System et inertiels comme le Joint Direct Attack Munition répondent à cette question. Le MOP utilise un kit de guidage Global Positioning System intégré et des ailerons pour une navigation précise vers sa cible, sans l'intégration Joint Direct Attack Munition. Cela permettrait à l'US Air Force d'utiliser plusieurs MOPS en succession rapide. Dans certains cas, l'effet serait comparable à l'utilisation de 2 bombes de pénétration plus petites, le cratère de la première servant de point d'entrée à la seconde. Bien qu'il n'y ait pas de rapport confirmé de cette stratégie testée avec des MOPS, cette méthode signifie théoriquement que 2 MOPS pourraient dégager près de 400 pieds de terrain ou 120 pieds de béton armé. Mais n'oubliez pas que les États-Unis ont bien plus de 2 MOPS à leur disposition. Il est possible que plusieurs MOPS puissent s'empiler sur les cratères des autres pour livrer des charges utiles encore plus profondes que cela. L'opération d'octobre au Yémen montre que les États-Unis peuvent utiliser quelques bombardiers, sans contestation, permettant des opérations furtives à grande échelle que l'Iran ou ses alliés ne pourront pas anticiper à temps. Si c'est le cas, l'installation d'enrichissement nucléaire proposée de 91,4 mètres de profondeur pourrait être nivelée en seulement une semaine après l'élaboration des plans initiaux des États-Unis. Il est à noter que la majorité des spécifications sur la capacité de destruction de bunkers des MOPS datent de la fin des années 2000, lors de la conception et des tests initiaux de l'arme. Bien qu'aucun MOPS n'ait été déployé au combat, avec l'approbation de 81,6 millions de dollars pour des améliorations en 2012 par le Congrès, et les tests réussis rapportés par le Pentagone en 2013, les MOP pourraient être plus meurtriers que ces chiffres ne le laissent penser. Bien que le B-2 soit un impressionnant bombardier furtif, il n'est plus le plus moderne de la flotte américaine. Le Northrop B-21 Raider a effectué son premier vol en 2023. Le B-21 aurait une capacité de transport réduite, lui permettant de ne transporter qu'un seul Massive Ordnance Penetrator. Cependant, cet avion de nouvelle génération a amélioré les fonctions de commandement, de contrôle et de reconnaissance, correspondant à la capacité de l'US Air Force et de la Navy à opérer loin des États-Unis. De plus, le B-21 est prévu pour être en réalité moins cher à construire et à entretenir que son prédécesseur, le B-2. En conséquence, l'Air Force a déjà annoncé qu'elle prévoit de commander au moins 100, et peut-être plus de 200 B-21, pour remplacer son stock de bombardiers plus anciens d'ici 2050. Les B-2 sont probablement destinés à envoyer un message à l'Iran et potentiellement à la Russie sur les capacités actuelles de l'US Air Force. La capacité des États-Unis de lancer des avions depuis le continent américain, de les ravitailler en vol et de déployer des bombes capables de détruire des bunkers nucléaires à l'autre bout de la planète suggère qu'ils pourraient potentiellement éliminer les capacités nucléaires d'un ennemi sans utiliser leur propre arsenal nucléaire. C'est un avertissement clair à l'Iran de ne pas poursuivre le développement de ses armes nucléaires. De plus, avec les B-21 à l'horizon, les États-Unis pourraient vendre des B-2 à Israël, qui pourrait les utiliser directement contre l'Iran, si nécessaire. Mais pour la Russie, le message est quelque peu différent. Les B-2 ont été développés au milieu de la guerre froide, quand l'Union des républiques socialistes soviétiques était vue comme la deuxième meilleure armée mondiale. Quelques décennies après l'effondrement de l'Union, selon la plupart des analystes, la Chine a pris la convoitée deuxième place. Le fait que les États-Unis préparent leur B-2 contre l'Iran suggère qu'ils commencent à sous-estimer la Russie en tant que concurrent sérieux sur la scène mondiale. Néanmoins, la preuve des capacités du B-2 au Yémen et le potentiel des MOPS pour détruire les bunkers enterrés montrent que les États-Unis peuvent cibler des installations fortifiées si besoin. Malgré que les centrales nucléaires arctiques russes comme Kola et Bilibino soient en surface, les frappes de précision américaines menacent d'autres cibles durcies si le conflit s'intensifie. Mais la présentation des B-21 pourrait également délivrer un autre message. Les États-Unis hésitaient à déployer largement leurs B-2 à cause de leur nombre limité. La durée de vie prévue de ces bombardiers est maintenant susceptible d'être raccourcie en raison de l'obsolescence dans un avenir proche de toute façon. Les États-Unis pourraient utiliser plus de B-2 pour de nombreuses opérations, sans compromettre leur dissuasion globale, renforçant l'idée que l'armée de l'air du pays domine toujours les cieux mondiaux.
De plus, en tant que premier avion de 6ème génération opérationnel au monde, le B-21 pose un défi direct à l'autorité de la Chine. Des rapports indiquent que le premier vol du chasseur furtif de 6ème génération de la Chine aurait eu lieu, alors que les États-Unis. Le renforcement des capacités de bombardiers furtifs de l'Occident accroît son avance technologique et montre le chemin qu'il reste à parcourir à la Chine pour l'égaler en déploiement opérationnel. Selon vous, les États-Unis pourront-ils contenir les ambitions iraniennes en employant les B-2 de façon plus offensive? Et quel sera l'impact sur le conflit israélo-palestinien et les tensions avec l'Iran, le Hezbollah et les milices au Moyen-Orient? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, et merci d'avoir regardé.